Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, on verra ensemble 5 questions les plus fréquentes par rapport à l'hypnose. C'est parti. Première question, est-ce que tout le monde est hypnotisable? Eh bien, étant donné que l'hypnose est un processus naturel, eh bien, en théorie, sur le papier, tout le monde est hypnotisable. Par contre, il existe certaines situations où l'hypnose n'est pas forcément recommandée. Et puis, vous savez, tout dépend aussi de l'intention et de l'intérêt qu'il y a à hypnotiser une personne. Si je prends par exemple le cas des bébés et des enfants, quel serait l'intérêt d'hypnotiser un bébé ou un enfant? Si on part du principe que l'hypnose est un processus qui nous permet de contourner le facteur critique, c'est-à-dire le conscient, et bien dans ce cas-là, les bébés et les enfants sont les êtres les plus faciles à hypnotiser. En effet, ces derniers n'ont pas un cerveau suffisamment développé pour comprendre, analyser, juger, différencier. Les bébés et les enfants n'ont quasiment aucun sens critique, alors pourquoi le contourner? À cet âge, c'est l'inconscient qui a plus de place que le conscient. Exemple, quand vous jouez à cache-cache avec un enfant ou un bébé. Cachette! Ah là là! Vous savez ça, ce petit jeu? Eh bien, l'enfant croit vraiment qu'au moment où vous vous cachez, vous disparaissez. En fait, son cerveau crée tout simplement ce qu'on appelle en hypnose un phénomène d'hallucination négative. Et lorsque vous réapparissez, eh ben, c'est un phénomène d'hallucination positive. Continuez, Jackson, vous m'intéressez. À cet âge, le bébé n'a pas encore développé ce qu'on appelle le concept de la permanence de l'objet. Et donc naturellement, vous pouvez lire sur son visage à ce moment-là des expressions de joie, de surprise, parfois même de peur, et bien tout simplement parce que tout ça c'est un peu magique pour lui. Vous disparaissez, vous apparaissez comme par magie. Avec les enfants, c'est à peu près la même chose. Vous vous rendez compte à quel point c'est facile de faire croire tout et n'importe quoi à un enfant? Le Père Noël, la petite souris, la fée, et j'en passe. Quoi de plus facile pour un adulte, pour un parent, de faire un tour de magie, qui n'en est pas un entre parenthèses, à un enfant? Vous pouvez lire sur son visage, waouh! Tout ça paraît magique pour l'enfant, tout simplement parce qu'il n'a pas encore développé son esprit critique, sa logique, son esprit d'analyse, donc sa partie consciente. Et c'est ce qui fait que les enfants ont un imaginaire beaucoup plus développé que les adultes. Et c'est cet imaginaire, c'est-à-dire cette partie inconsciente, qui leur permet de s'émerveiller facilement et de vivre des expériences extraordinaires. Donc, quand on parle d'hypnotiser un bébé ou un enfant, quel est l'intérêt? Maintenant, j'aimerais qu'on aborde une deuxième situation où l'hypnose n'est pas forcément très recommandée. Cette situation, c'est tout simplement les personnes qui ont une pathologie psychiatrique. Alors pourquoi c'est plus délicat de pratiquer l'hypnose sur ces personnes? Eh bien tout simplement parce que leur cerveau ne fonctionne pas exactement de la même manière que les autres personnes. Par exemple, pour les personnes ayant des pathologies de type psychotique, le rapport à la réalité n'est pas tout à fait le même. La barrière entre ce qui est réel, c'est-à-dire le conscient, et ce qui est imaginaire, c'est-à-dire la partie inconsciente, n'est pas véritablement et totalement bien délimitée. Dans les cas les plus extrêmes, comme la schizophrénie par exemple, le phénomène de dissociation est très marqué chez les personnes. Or, l'hypnose est un processus qui utilise énormément le principe de dissociation, ce qui peut poser quelques problèmes par rapport à cette pathologie. Alors je ne dis pas que c'est impossible d'hypnotiser et de faire un travail en hypnose avec ces personnes ayant ce type de pathologie. Néanmoins, il est quand même recommandé de collaborer avec le médecin psychiatre qui suit la personne afin de s'assurer que l'accompagnement qu'on va mettre en place ne fasse pas plus de dégâts qu'autre chose. Question numéro 2, est-ce que moi je suis sensible à l'hypnose? Alors la réponse est oui, tout le monde est plus ou moins sensible à l'hypnose. Si je devais prendre un exemple, je prendrais celui de la musique. La musique est quelque chose d'universel. Seulement voilà, tout le monde ne sera pas sensible au même genre musical, au même type de musique. Certaines seront plus sensibles au Sega ou au Malouya, d'autres au rock ou d'autres encore par exemple au jazz ou au blues. Je connais pas mal de personnes qui n'apprécient pas, qui ne sont pas sensibles à la musique classique, mais par contre je ne connais pas beaucoup de personnes qui n'aiment pas du tout la musique. Et puis tout ça c'est aussi une question de temps et d'apprentissage. Par exemple, à titre personnel, quand j'étais petit, la musique classique c'est quelque chose que je n'aimais pas du tout. C'est vraiment une musique que j'ai appris à aimer et à apprécier en devenant adulte. Alors certaines personnes iront très facilement et très rapidement en hypnose. Pour d'autres personnes, il faudra un peu plus de temps. Le temps d'apprendre, d'éduquer le corps et l'esprit à entrer dans ces états. Mais oui, tout le monde est sensible à l'hypnose. Troisième question, est-ce qu'en hypnose on dort? Alors l'hypnose n'est absolument pas le sommeil, même si d'un point de vue extérieur, on pourrait penser totalement le contraire. Déjà, le mot hypnose en lui-même vient du mot grec hypnos, le dieu du sommeil. Ensuite, de nombreux hypnotiseurs, moi y compris, utilisons le mot dort ou dormir pour induire l'état d'hypnose. Mais soyons clairs, tout ceci n'est qu'une question de sémantique. C'est juste que, lorsqu'on dit le mot dort ou dormir,
La plupart des gens arrivent facilement à se représenter ce que c'est que l'état de sommeil, c'est-à-dire un état où le corps est relâché et les yeux fermés. Je connais très peu de gens qui dorment les yeux ouverts, mais paraît que ça existe. Mais en aucun cas, l'hypnose, c'est du sommeil. En hypnose, on peut bouger, avoir les yeux ouverts et même tenir une conversation avec une personne. Même si la personne est allongée par terre et qu'elle a les yeux fermés, elle continue à entendre et elle a conscience de tout ce qui se passe autour d'elle. Elle reste consciente, mais d'une certaine manière. L'hypnose est juste un état, un processus qui facilite l'échange entre le conscient et l'inconscient. En aucun cas, le conscient ne disparaît, il est simplement modifié. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on peut définir l'hypnose comme un état de conscience modifié. Question numéro 4. Est-ce que l'hypnotiseur peut prendre le contrôle de mon cerveau et peut me faire faire n'importe quoi, ou en tout cas quelque chose que je ne voudrais pas? Alors cette idée ou cette croyance qui voudrait qu'une personne arrive à contrôler une autre personne puise surtout ses racines dans l'imaginaire, dans les films et les spectacles d'hypnose. D'un point de vue extérieur, cela peut vraiment ressembler à une forme de contrôle, mais la réalité en est tout autre. Continuez, Jackson, vous m'intéressez. Si la personne n'est absolument pas d'accord avec la suggestion hypnotique, que cela va carrément à l'encontre de ses valeurs et de ses principes profonds, eh bien elle refusera tout simplement cette suggestion. Et si vraiment cela était possible, je pense que tous les hypnotiseurs seraient riches, non? Et puis très sincèrement, de vous à moi, on n'a pas besoin d'hypnose pour manipuler et contrôler une personne. L'influence, les suggestions et les manipulations font partie de notre quotidien. Et certaines personnes n'hésitent pas à utiliser leur talent en communication, et bien justement pour influencer, manipuler d'autres personnes. 2 exemples au hasard, la publicité et la politique. Ouais, j'avais dit au hasard. Après, en thérapie, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la personne qui vient me voir, eh bien, quelque part, elle accepte que l'accompagnement qu'on va mettre en place, le travail qu'on va faire ensemble, eh bien, a pour but justement de l'influencer pour l'amener à modifier des changements, des comportements, des pensées, des réactions. Donc oui, en tant que thérapeute, en tant que praticien, eh bien, on est là pour influencer la personne, mais uniquement avec bienveillance et dans le sens de ses objectifs. Et puis, rappelez-vous que dans ce cas-là, eh bien, la personne ne prendra uniquement ce qui lui conviendra. Prenez ce qui est bon et juste bon pour vous. Dernière question, est-ce que je peux rester bloqué sous hypnose? Eh bien, la réponse est tout simplement non. On ne peut pas rester bloqué sous hypnose, comme une personne ne peut pas rester bloquée dans le sommeil. Enfin, si, dans ce cas-là, ce serait un coma. Mais c'est pas le cas. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une personne qui ne se réveille pas, eh bien, c'est tout simplement qu'il y a une partie d'elle qui n'a pas envie de revenir à la réalité. Et d'un point de vue thérapeutique, on peut déjà voir cela comme un signe d'évitement. La plupart du temps, ces personnes ne se sentent tellement pas bien dans la réalité, dans le monde réel, eh bien qu'elles préfèrent le fuir et rester dans cet état d'hypnose, un état où on se sent merveilleusement bien, où tout est confortable et il n'y a plus rien qui nous embête. Mais je vous rassure, tout hypnotiseur digne de ce nom sait comment ramener une personne à la réalité. Ça y est, on a fait le tour des questions les plus fréquentes que les gens peuvent se poser par rapport à l'hypnose. Si vous avez d'autres questions, oui toi là derrière ton écran, si tu as d'autres questions par rapport à l'hypnose, mets-les en commentaire, je répondrai. Allez, c'est tout pour moi, je vous laisse, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse, je vous embrasse, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez ce qui est bon pour vous et juste bon pour vous. À retrouve.